ravi d'accueillir Fabrice Philippot, et qui sera au mieux que moi de se présenter, et puis nous faire une belle conférence. Merci. Merci de votre invitation. Alors, je vais parler principalement de mon dernier bouquin qui s'appelle Changer les modes de vie. Donc, vous voyez, c'est le même titre. Et un sujet donc, qui est quand même assez central dans la problématique actuelle, puisque si on veut décarboner, enfin tout ce qu'on entend, hein, eh ben, ça implique de changer les modes de vie. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire les modes de vie. Et je pense qu'il y a une bonne partie du débat actuel qui tourne autour de la difficulté de qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie. Et donc je vais essayer de vous éclairer sur la question, juste signaler un peu d'autres travaux que j'ai pu faire, hein, donc en tant que philosophe, et donc oui, j'ai oublié de me présenter peut-être plus dans le détail. Donc, je suis enseignant à l'Institut Mines Télécom, comme on voit le logo là-haut, donc plutôt dans le domaine de la techno. Mines Télécom, c'est pas écolo, hein, c'est surtout ceux qui, disons, encouragent la 5G, la 6G, la 7G. Enfin, moi, je suis dans un milieu où c'est très pro-techno, hein. Et je suis chercheur à l'Université de Paris et dans le laboratoire de changement social et politique, où donc je fais de la philosophie politique et appliquée à l'écologie politique. Donc voilà quelques-unes de mes publications, de mes dernières publications sur les quelques dernières années. Donc je ne vais pas parler tellement de sobriété numérique ou de questions de numérique, même si je vais peut-être prendre un exemple ou deux, parce que, juste pour dire, ça, le numérique, c'est quand même le secteur dont l'impact augmente le plus vite aujourd'hui à l'échelle mondiale, notamment en termes carbone, hein, donc c'est un secteur qui est particulièrement problématique. Mais ça me servira juste d'exemple. Alors l'enjeu des modes de vie, quand on regarde un peu qui en parle, hein, je donne juste quelques exemples. Vous savez peut-être, pour ceux qui suivaient déjà l'actualité écolo, que lors du sommet de Rio, le sommet de la Terre en 92, où a été signée la Convention 4 sur les changements climatiques, George Bush père était venu pour signer en disant attention, notre mode de vie n'est pas négociable. On peut négocier les gaz à effet de serre si vous voulez, mais notre mode de vie n'est pas négociable. Alors c'est une petite phrase qui est devenue assez célèbre, hein, mais effectivement il y a bien un enjeu derrière cette histoire de mode de vie. Si je continue de regarder un petit peu dans ce qui nous passe sous les yeux, hein, le Commissariat général au développement durable, donc c'est la première illustration, pardon, qui est juste derrière moi, qui dit, regardez, transition écologique, consommation et mode de vie durable. Donc il est encore question de mode de vie. Et puis le dernier exemple, hein, c'est un petit livret qui a été édité par la métropole Grand Lyon en août 2022. Ceux qui sont proches des équipes municipales, vous l'avez peut-être déjà vu. Et donc, voilà, prospective, que faut-il faire à Lyon? Il faut changer, alors, ils disent les comportements, mais enfin, vous voyez, mode de vie soutenable. Donc, on est quand même bien au cœur du problème, semble-t-il. Entre ceux qui ne veulent pas changer et ceux qui disent « Ah bah oui, il faut changer, et s'il faut changer quelque chose, c'est ça qu'il faut changer. » Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous propose déjà quelques définitions, puis après, on va voir un peu quels sont les enjeux d'un changement de mode de vie. Alors, il faut distinguer les choses, hein. En philo, nous, on aime bien avoir des mots clairs, on essaye de savoir de quoi on parle, et on n'est pas dans la confusion. Donc, on distingue les choses, et on peut définir les modes de vie comme les pratiques répétitives et largement répandues. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les déplacements pendulaires. Les gens prennent leur voiture pour aller au travail. Ils prennent leur voiture, en général, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis après, c'est le week-end, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, quand on connaît les déplacements, on peut dimensionner les routes. On peut prédire à quel, disons, rythme on va renouveler le matériel de route, le matériel de voiture, le matériel... On peut prévoir en gros le nombre d'accidents qu'il va y avoir, donc on peut dimensionner la taille des hôpitaux, on peut dimensionner la taille des cimetières aussi, puisqu'on sait à peu près combien il va y avoir de morts. Donc vous voyez, dans les modes de vie, en fait les modes de vie c'est socio-technique. C'est pas des choix individuels, hein, c'est socio-technique, c'est des infrastructures, et donc ça relève en partie, et c'est là que je vais détailler un peu, de choix collectifs, c'est pas simplement des choix individuels. Les choix individuels, c'est les styles de vie. Donc les modes de vie, c'est les pratiques répétitives et largement répandues.
Et les styles de vie, c'est les variations individuelles. Je peux préférer arriver tôt au travail, par exemple. Mettons que dans mon entreprise, tout le monde commence à 8h30. Moi, j'aime bien arriver à 8h, mettons. Bon, mais je vais quand même faire des déplacements pendulaires comme tout le monde, en fin de compte. Donc, ça ne change pas vraiment les agrégats statistiques. Mais dans les possibles offertes par les modes de vie, je fais mes choix. Donc, en fait, les choix, les variations individuelles sont très conditionnées par les modes de vie, comme vous le voyez évidemment. Donc, mode de vie, style de vie, les genres de vie, c'est toutes les minorités actives organisées qui essayent de changer les modes de vie. Ça peut être les entreprises. Donc, comment est-ce qu'on s'est retrouvés tous avec des smartphones alors que, je peux vous garantir, mon bouquin ne parle que de ça. En 2007, quand le smartphone, ce qu'on appelle aujourd'hui smartphone, est sorti, non seulement la plupart des gens n'ont pas vu du tout l'intérêt, même les spécialistes, mais c'était objectivement sans intérêt, pour des raisons que je pourrais détailler après, sauf en termes de gadgets, si vous voulez. Aujourd'hui, vous voyez bien que j'entendais QR code. Comment vous voulez faire QR code si vous n'avez pas l'appareil qui flash et qui... Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire parce que c'est devenu un mode de vie. Donc, vous pouvez toujours choisir un style de vie qui est en marge des modes de vie dominants, mais vous serez en marge. D'accord ? Donc, les entreprises, mais c'est aussi les associations. Des salons comme ça, l'objectif, c'est quand même de changer les modes de vie. Alors, plutôt dans un sens contraire à celui d'une partie des entreprises. Vous comprenez ? Donc, c'est des chocs qui essayent de changer les modes de vie dans un sens ou dans un autre. Les associations, les syndicats, ils n'essayent pas de défendre un salarié. Ça, c'est le cas pour le syndiqué, le militant syndiqué. Il défend 1, 2 salariés, c'est à sa portée. Mais pour augmenter le SMIC ou des choses comme ça, c'est des minorités actives organisées qui défendent des millions de salariés. Donc, vous voyez, c'est des modes de vie dans ce cas-là. Ce n'est plus des styles de vie. C'est aussi le gouvernement. Vous allez me dire, oula, pourquoi le gouvernement ? Le gouvernement, il est quand même majoritaire. Non, c'est une minorité. C'est quelques personnes, quelques centaines de personnes, souvent. Un parti avec au mieux quelques dizaines de milliers, voire 100 000 adhérents. Donc en fait, c'est des minorités. C'est des minorités qui essayent de changer aussi les modes de vie et qui les changent à la marge. Alors parfois de manière très conflictuelle, confère ce qu'on a pu voir sur les retraites ou quoi. Vous voyez, c'est quand même une minorité. Donc les genres de vie, c'est les minorités actives qui sont organisées, qui cherchent à changer les modes de vie. Et tout ça, c'est dans le système. Tout ça, c'est dans le système. Chaque genre de vie a tendance à nommer le système de manière différente. C'est pour ça que je ne m'attarde pas trop là-dessus. Les écolos vont dire le système, c'est un système productiviste. Les salariés qui sont aux prises avec le capital privé vont dire c'est un système capitaliste et ainsi de suite. Bon, il y a plein de noms et un débat sur quel est le système exactement. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin en fait dans la dénomination du système. Ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Alors les modes de vie dans le libéralisme, comment ça se passe ? Le discours officiel, c'est que le consommateur est souverain. Il peut choisir ce qu'il veut. S'il a envie de choisir des tartes à la fraise plutôt que des tartes à l'abricot, aucun problème. Le marché va s'auto-réguler. L'offre, la demande, bon, très bien. La réalité, c'est les inégalités et les rapports de force, les modes de vie qui dominent, c'est-à-dire que vous pouvez choisir, oui, entre la tarte à la fraise et la tarte à l'abricot, mais si vous voulez, j'entendais la conférence précédente, des plantes médicinales ou des choses comme ça, il faudra venir ici pour les trouver. C'est ultra minoritaire et c'est très 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 difficile à trouver. La majeure partie des personnes pensent que ça relève de la légende. On utilisait ça, oui, il y a 150 ans. Et bon, vous voyez, c'est très très minoritaire. Donc, la réalité, c'est que le consommateur, il est souverain à l'intérieur de choix qui sont quand même très délimités, qui demeurent bien à l'intérieur des modes de vie. Vous pouvez choisir la couleur de votre téléphone portable, quelques options, mais vous en aurez un. Sinon, vous allez être très emmerdé. Donc la réalité, c'est des inégalités et des rapports de force. Des rapports de force, c'est-à-dire qu'en face, il y a des organisations, entreprises, gouvernements. Le consommateur, il est tout seul, il s'organise à peine avec ses voisins ou des choses comme ça. En tout cas, il a une force très atomisée. Et le fait d'être atomisé fait que le consommateur est manipulable. Parce que comme il ne sait pas tout, loin de là, en fait, il ne sait pas grand-chose, ceux qui essayent
de changer les modes de vie. Eux, ils savent beaucoup plus sur le consommateur que ce que le consommateur sait de lui-même. Et donc, ils vont placer à des endroits stratégiques, là où on peut choisir, des petits indicateurs pour essayer d'orienter les comportements plutôt vers de la consommation, des grandes entreprises, etc. etc. D'où les plantes médicinales qu'on a entendues tout à l'heure, remplacées par les pharmacies, les big pharma, et voilà, tout ça, c'est l'industrie, et qui... Donc, il y a tout un tas de méthodes, enlever les spécialistes, rendre ça non fréquentable, faire en sorte que ce ne soit pas validé par les institutions, on va dire que c'est dangereux et que ça relève de la charlatanerie. Enfin, il y a plein de techniques pour évincer en fait, un certain mode de vie et prendre la place de ce mode de vie et rendre les gens dépendants de ce mode de vie. Et donc, très difficile d'en sortir. Il est d'autant plus difficile d'en sortir qu'évidemment, ce mode de vie s'est installé auprès de beaucoup de gens. Vous comprenez, ce n'est pas des choix individuels, c'est des pratiques répétitives et largement répandues. Donc, comment toucher beaucoup de gens à la fois? C'est aussi des besoins sociaux non financés. Les hôpitaux, il n'y a plus d'argent. Par contre, pour le numérique, il y a énormément d'argent. Donc, bon, voilà, je pourrais donner plein d'exemples. Pour la 5G, pour la 6G, il n'y a pas de problème d'argent. Pour l'IA, il n'y a aucun problème d'argent. Il y a énormément d'argent pour l'intelligence artificielle. Par contre, pour les plantes médicinales, voilà, on est là, vous voyez, avec des petits moyens. Donc, on n'a pas une grosse voiture, on n'a pas un grand hôtel, vous voyez, ça parle de soi-même. Les besoins artificiels, les besoins sociaux non financés, et un citoyen qui est isolé face à la puissance organisée des entreprises. Alors, la solution, historiquement, ce problème, il n'est pas nouveau. Les gens s'en sont aperçus déjà il y a 200 ans, mais même davantage. La solution qui a été mise en œuvre beaucoup au 19e et au 20e siècle, surtout au 20e siècle, c'est de dire tout ça, oui, c'est le marché, c'est le libéralisme, ce qu'il faut à la place, c'est autre chose. Et l'autre chose, ça s'appelait le socialisme et la planification. Donc je mets une petite citation d'un économiste qui a joué un très grand rôle là-dedans, Charles Bettelheim. Il dit « Le marché est un mécanisme aveugle, spontané et automatique, tandis que le plan est conscient, réfléchi et artificiel au construit. » Oui, on va décider tous ensemble de quels sont nos besoins, on va planifier et ça résout le problème. Oui, justement, sauf que ça marche pas très très bien. Sinon, l'alternative sera encore là, facile à comprendre. Et bon, les limites de la planification socialiste, que je regarde un peu dans ce bouquin, je regarde de très près le cas de la Yougoslavie, parce que la Yougoslavie a en fait pratiqué les 3 grandes formes de socialisme qui ont existé dans le monde et qui existent encore. Le socialisme centralisateur, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide de tout. Si vous voulez, il n'y a plus de propriété ou très peu de propriété privée où tout ce qui est grand, en fait, est étatisé. Donc, en fait, c'est le modèle soviétique. Le socialisme avec marché, donc c'est le socialisme sans marché, le premier. Le socialisme avec marché, c'est ce qu'on a en Chine aujourd'hui après avoir eu le premier type de socialisme. Mais non, ils sont passés au deuxième type, socialisme avec marché. Donc Huawei, par exemple, Huawei n'a pas d'actionnaire. Vous voyez que ça marche bien quand même, Huawei. Il n'a pas d'actionnaire. Ça appartient officiellement au syndicat des travailleurs de Huawei et indirectement au Parti communiste. Donc il ne faut pas imaginer que la Chine, c'est une économie capitaliste. Ce n'est pas ça, même si on peut avoir l'impression de loin. Et puis le troisième que la Yougoslavie a essayé aussi, c'est le socialisme autogestionnaire. C'est-à-dire qu'il y a bien une décentralisation de la décision, mais prise par les travailleurs eux-mêmes, en grande partie. Et pour ce qui est de l'ordre extérieur de la production, par exemple les hôpitaux, les services sociaux, avec les usagers. C'est comme ça que ça a été en Yougoslavie. Alors il y a plein d'avantages à ce système-là, notamment pour le démarrage de l'industrialisation. Ça a plutôt bien marché. La Yougoslavie autogestionnaire a été une grande fierté des Yougoslaves. Là-dessus, toutes les études sont d'accord. Le fait de pouvoir participer à la décision en matière de production, les gens étaient ravis, ils participaient. Il y avait assez peu d'absentéisme. Ils participaient réellement à la production, à la prise de décision dans les entreprises. Le travail était donc beaucoup plus reconnu que ce que ça n'est en France. Les témoignages de l'époque disent aussi que l'ambiance dans les entreprises est bien meilleure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caporalisation. Le chef a dit, les gens travaillent, personne ne dit rien et on repart. On est bien content de repartir parce qu'on se fait chier au boulot. Bon, c'était pas ça en fait. Donc il y a plein d'avantages. J'essaye de lister les avantages et les inconvénients là-dedans. Mais il y a quand même un certain nombre de difficultés, notamment
le socialisme centralisateur. Tout centralisé, c'est le moindre truc qu'il faut demander à l'instance centrale. Bah, évidemment, ça génère de la bureaucratie incroyable. Ça rigidifie en fait l'économie avec une tendance à une croissance extensive, c'est-à-dire on multiplie les usines identiques, plutôt que intensive, c'est-à-dire qu'on va avoir des usines qui se transforment, qui innovent. Fait une difficulté à innover. Donc en fait, ces pays ils ont souvent importé beaucoup de technologies de l'Ouest, des pays capitalistes. Il y a un problème dit des stimulants, pas tellement dans le socialisme autogestionnaire, mais dans le socialisme centralisateur, oui, parce que en fait, toutes les entreprises devenaient des administrations et les gens ils se faisaient chier au boulot. Vous ne voyez pas l'intérêt, il n'y avait aucune prise sur la décision. Et donc, il y avait du marché noir en grande quantité. En plus, ça marchait pas toujours très bien. Hein. Ça, c'est le quatrième problème. Quand on mesure la production en tonnes, par exemple, pour faire des tonnes de clous, bah, ça peut conduire à faire des clous qui sont très très lourds. Comme ça, on fait beaucoup de clous, beaucoup de tonnes de clous, mais des clous qui sont inutilisables. Donc, il y avait des problèmes de ce type-là. En Yougoslavie, par exemple, ils mesuraient le nombre de kilomètres parcourus pour labourer. En fait, c'était plus rapide de labourer le tour du champ pour montrer que voilà, il y a quand même du labour, et puis après de tourner autour du champ avec le socle levé pour faire les kilomètres. Bon, c'est sûr que et à la fin, il touchait disons la rémunération à peu près comme prévu, puisque la rémunération était indépendante de la production. Donc bon, plein de problèmes. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans les économies capitalistes aussi. Quand on mesure, on se dit que l'avantage n'est pas forcément, enfin, le plus avantageux n'est pas évident à déterminer. Une difficulté aussi à identifier les besoins, ce qui est quand même un problème puisque c'était l'avantage premier. Et puis en fait, planifier à l'avance, c'est juste pas possible. Donc en fait, les plans, ils étaient discutés, rediscutés, rediscutés. On mettait en première discussion, premier plan, remontée du terrain, rediscussion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc bon, en fait, on ne peut pas planifier tout à l'avance, loin de là. D'où vous voyez l'intérêt des modes de vie là-dedans, hein. Puisque les modes de vie, justement, sont en partie prévisibles. Eux, ils ne fonctionnaient pas comme ça. Ils essayaient de calculer les prix et les quantités sur un modèle d'économie libérale, finalement, et faire des équations très, très complexes pour savoir combien de tonnes de blé on avait besoin, compte tenu de l'allocation des ressources qu'on avait dans tous les autres secteurs de l'économie. Vous imaginez le truc, c'était juste pas faisable, quoi. Alors, que faire ? Il faudrait déjà distinguer en fait trois fonctions du marché et de l'argent. Si on veut contrôler les modes de vie, il faut distinguer comment l'économie joue un rôle sur ces modes de vie. Donc il y a trois sens du marché. Et les économies socialistes, comme elles ont un peu mélangé ces trois sens, elles n'ont pas souvent fait ce qu'elles pensaient faire. Le premier, c'est le marché comme circulation simple. C'est-à-dire le matin, vous allez acheter des croissants, il y a des croissants. Il y a X personnes qui font comme vous, qui vont acheter des croissants tous les matins, et au miracle, la boulangerie a le bon nombre de croissants à quelques croissants près. Au miracle. Pourquoi ? À cause des modes de vie, encore une fois. C'est que c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui reviennent à peu près prendre la même quantité de croissants, et donc le boulanger sait à peu près quelle quantité. Il n'y a pas besoin de calcul central pour savoir combien de croissants vont être faits. Donc là, l'argent, c'est un moyen d'échange. Je donne de l'argent, c'est-à-dire je pourrais donner ce que je fabrique. Je pourrais donner des clous si je fabrique des clous, mais c'est plus pratique de donner de l'argent. C'est juste un moyen d'échange. Mais il y a un danger avec cet argent, c'est qu'on peut le thésauriser. On peut le mettre de côté. Et on peut créer de l'inégalité. Donc c'est ça qui dans ce cas-là, c'est ça qui est à réguler. C'est la thésaurisation. Ce que certains peuvent mettre de côté, puis après leurs enfants récupèrent, mettent de côté. Les enfants des enfants des enfants mettent de côté. Et à la fin, vous avez Bolloré ou Bernard Arnault qui ont mis beaucoup de côté, en plus en payant pas trop les salariés, et qui se retrouvent à hériter de fortunes gigantesques. Et vous avez, voilà, ça vous explique pourquoi dans notre économie aujourd'hui, vous avez CNews et la ligne politique de CNews qui explique que tout est de la faute des immigrés et vive les catholiques. Enfin, voilà. Parce que Bolloré, derrière, c'est ce qui explique la ligne de ces médias. Donc on est informé suivant la propriété privée des médias, ce qui est quand même un problème. Donc thésaurisation, spéculation aussi, utiliser l'argent ou en tout cas les marchandises pour les raréfier. Donc le boulanger, par exemple, qui dit, au lieu de fabriquer 100 croissants aujourd'hui, j'en fabrique 50 et j'augmente le prix parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des croissants, je vendrai au plus offrant. Ah, vous voyez, là, oui, ça va créer des inégalités
Et donc voilà, premier problème, il faut réguler ça, évidemment. Si on veut maîtriser les modes de vie, il faut réguler le marché à ce niveau-là. Donc le socialisme a raison, mais il faut être plus précis sur ce qu'on veut réguler. Deuxième élément, l'évaluation décentralisée, c'est-à-dire est-ce que je préfère les croissants ou est-ce que je préfère les clous? Si j'ai 10 euros, est-ce que j'achète 10 euros de clous ou 10 euros de croissants? Pris dans l'abstrait, comme ça, on imagine 70 millions de personnes qui font, enfin tout le monde ne dépense pas de l'argent, mais en France, mais disons 50 ou 55 millions de personnes qui font des choix comme ça, essayer de prédire comment va aller l'économie, c'est impossible, vous comprenez bien, si on pose des problèmes dans ces termes-là. Si par contre, encore une fois, on regarde les modes de vie, on s'aperçoit que demain sera probablement à peu près comme hier. Il y aura des changements, mais demain sera quand même à peu près comme hier. Donc on simplifie beaucoup le système. On voit à peu près ce qui vaut plus qu'autre chose dans une économie, c'est-à-dire les gens préfèrent ceci par rapport à cela quand ils sont en situation de choix. On peut l'observer au niveau des modes de vie. Donc ce n'est pas des millions de décisions, c'est des agrégats statistiques, donc on comprend beaucoup mieux. Et là, le problème, c'est d'agréger les évaluations. C'est-à-dire quels sont les besoins sociaux, quels sont les besoins artificiels, comment on fait pour les identifier? Il faut agréger, c'est au niveau d'une société. Est-ce qu'on va investir plutôt dans les téléphones ou plutôt dans les hôpitaux, par exemple? Il faut que la question arrive à se poser à un certain moment, à un certain endroit. Aujourd'hui, elle ne se pose pas vraiment, puisque vous donnez votre argent, enfin l'argent que vous donnez pour le téléphone, ce n'est pas du tout l'argent que vous donnez pour l'hôpital. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on décide si on veut de l'un plutôt que de l'autre, en fait, sinon au niveau du gouvernement. Donc il est là le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier les moments d'arbitrage. Le troisième élément, je l'ai abordé un petit peu, c'est l'investissement. Donc là, le problème qu'on a aujourd'hui dans nos économies, c'est qu'il y a de l'investissement, probablement pas de vous, pas beaucoup, pas de moi non plus, parce que c'est les grands fonds de capitaux ou c'est les investissements publics. Donc on a une prise quand même qui est très très indirecte. On ne sait pas réellement où va l'argent, c'est-à-dire ce qui est financé. On se doute bien un petit peu quand même qu'il y a beaucoup d'argent dans le numérique. Moi, je le sais parce que je connais les chiffres. Vous, je pense que vous ne mesurez pas à quel point ça va dans le numérique aujourd'hui et pas dans autre chose. Par contre, cet argent, il fabrique l'avenir. Il fabrique l'avenir. Donc, il devrait y avoir une visibilité de ces investissements pour savoir quels vont être les modes de vie de demain. Nous, dans les laboratoires à Mines Télécom, les gens disent « demain, il y aura la 6G ». Pourquoi ils peuvent dire « demain, il y aura la 6G » sans consulter personne? Pourquoi ils peuvent dire ça? Parce qu'ils savent que les grandes entreprises sont en train de mettre énormément d'argent et que ça serait quand même étonnant que ça ne marche pas. Il y aura des assos qui vont râler, comme d'habitude, mais on les aura à l'usure. Parce que de toute façon, elles ne sont pas riches, 3 plaies 2 tondus, il faut juste attendre. Vous voyez, on peut le voir ça. Simplement, il faudrait le rendre visible. Évidemment, ils n'ont pas intérêt à ce que ce soit trop visible. Donc là aussi, avantage au système socialiste, à condition que ne se soit pas préempté par une élite lointaine qui elle-même n'a pas idée de ce que sont les besoins sociaux. Comment est-ce qu'on fait pour redescendre la décision, encore une fois? Vous voyez? Donc finalement, on comprend mieux quelles sont les limites de la planification. Donc il faut planifier, certes, mais il ne faut peut-être pas abolir le marché. Si c'est abolir le marché, c'est prendre le contrôle de tous les échanges quotidiens. C'est un truc de fou, par un moyen centralisé. C'est décider de manière centralisée de toutes les évaluations qui se passent partout dans le pays. Vous voyez, c'est complètement fou. Et c'est décider de tout l'investissement à partir d'un point central. C'est juste pas possible. Donc ça, il ne faut pas le faire. Clairement, ça a échoué d'un point de vue historique. La question, ou alors ça a donné des dictatures. Donc la question, c'est comment socialiser sans détruire les libertés. C'est ça la question. Alors bon, sans être trop long, en fait, quand on regarde dans le courant socialiste, on s'aperçoit que les modes de vie sont assez présents. C'est une thématique qui est assez présente. J'ai mis une petite citation en haut, regardez, de Engels, qui était le grand compagnon de Marx. Les hommes, enfin maîtres de leur propre mode de vie en société, deviennent aussi par là maîtres de la nature, maîtres d'eux-mêmes, libres. Quelque part, l'objectif du socialisme et du communisme, c'était de maîtriser les modes de vie. Donc ça devrait parler aussi aux socialistes. Dans un contexte où il y a des alliances écolo socialistes, ça peut être intéressant de se dire qu'il y a quand même des points communs et des passerelles. C'est un concept qui a été très peu utilisé, en fait, dans la littérature socialiste historique, c'est-à-dire depuis une centaine d'années à peu près, très très peu mobilisé, mais qu'on retrouve quand même ici ou là. On retrouve
Il y a un bouquin de Trotsky là-dessus qui dit, en 1927, il dit, bon, maintenant on a nationalisé l'économie, on a étatisé une grande partie, on a fait la révolution politique, c'est-à-dire que le tsar, ça est terminé, on a une démocratie, ou en tout cas à cette époque-là c'était encore une démocratie, donc on a le contrôle de l'économie, on a le contrôle politique, maintenant il ne reste plus que le contrôle culturel. Bah oui, parce que les modes de vie, c'est le contrôle culturel. Les modes de vie, c'est ce qui nous définit en grande partie. C'est-à-dire, on fait les voyages pendulaires parce qu'on est ouvrier, ou on est cadre, ou on télétravaille parce qu'on est cadre, c'est plus difficile quand on est maçon, etc., etc. Vous voyez, les modes de vie nous définissent en grande partie. En fait, l'enjeu du mode de vie, il n'est pas simplement économique, il n'est pas simplement politique, on ne peut pas voter comme ça juste pour changer les modes de vie. Ça implique un changement d'identité, c'est-à-dire un changement de ce qu'on pense être nous-mêmes. Nous-mêmes, est-ce qu'on est vraiment ceci ou cela? Et pas seulement à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Je dis depuis le début que les modes de vie, c'est collectif. Donc c'est le métier de maçon qui peut évoluer, c'est le métier de ceci qui peut évoluer, c'est la manière d'habiter, par exemple, qui peut évoluer. La manière d'habiter, tout le monde sa petite maison pavillonnaire, bah évidemment, tout le monde a des bagnoles. Qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas de miracle? Le pavillon, ça prend de la place. Beaucoup de pavillons, ça prend de la place, encore plus de place. On ne peut pas mettre des commerces partout parce que les commerces ne seraient pas rentables. Donc c'est bien évident que tout le monde aura des bagnoles dans ce contexte-là. La zone pavillonnaire crée la voiture. Ça va ensemble. On ne peut pas dire je veux un pavillon et pas de voiture. Ou c'est des cas particuliers. Donc vous voyez, ouais, mais moi je veux un pavillon. Pourquoi je veux un pavillon? Pourquoi je veux un pavillon? Que je me pose vraiment la question. Vous voyez? Si vous regardez les villes sans voiture, historiquement, hein, les villes sans voiture, en fait, c'est souvent ce qu'on appelle les maisons de village, c'est-à-dire des maisons avec un petit espace vert derrière, à l'intérieur. Vous voyez, à l'extérieur, vous voyez que des maisons. À l'intérieur, en fait, il y a un petit espace vert. Ben là, vous n'avez pas besoin de voiture. L'espace vert est suffisamment limité pour qu'il y ait une densité suffisante pour qu'il y ait des commerces accessibles à pied ou en vélo. Donc, en fait, les modes de vie, ça a des implications majeures en fait, sur le quotidien. Si on ne prend pas conscience de ça, on choisit un pavillon, puis on dit bah ouais, je suis bien obligé d'être dépendant de la voiture. Bah, ça c'est sûr, hein, forcément. Donc voilà, c'est ça le mode de vie. Alors, Otto Neurath, alors là c'est peut-être un peu pointu pour vous, mais Otto Neurath, c'était un grand révolutionnaire allemand qui a été un des leaders de la République socialiste de Bavière en 1918. Donc vous voyez, ça remonte à assez loin. Et une espèce de commune de Paris, si vous voulez, en Bavière. Et lui disait, mais ça ne sert à rien d'essayer de calculer, comme disent les soviétiques, ce qu'il faut, c'est partir des modes de vie. Donc il avait déjà cette idée-là, en fait. Hein, mais bon, il s'est fait, disons, mettre dehors par la police et l'armée, donc ça n'a pas trop marché. Mais Trotsky analyse quand même ce que c'est que les modes de vie. Il dit, le mode de vie a une cohérence conceptuelle propre. C'est un peu ce que je vous ai dit depuis le début, c'est assez bien vu, hein, finalement, hein. Il dit que c'est scalaire, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux pour les modes de vie. Il y a le mode de vie qu'on a dans le village local ou le quartier. Le mode de vie qu'on a au niveau peut-être du travail, c'est autre chose, c'est plus grand. Le mode de vie qu'on a en tant que Français, en tant qu'occidental, hein, vous voyez, c'est de plus en plus grand. Et qu'on va retrouver, si on se promène dans le monde entier, on va s'apercevoir que oui, ailleurs, ils ont des modes de vie complètement différents. Des manières de s'organiser complètement différentes. Et là aussi, c'est répétitif, c'est pas un, c'est plein. Que ces modes de vie sont interdépendants. Là, j'aime bien en général citer Boris Johnson qui dit qu'il faut qu'il y ait des riches parce que c'est les riches qui donnent envie aux pauvres de travailler, sinon ils ne travailleraient pas. Parce que comme les riches donnent envie, et ben, les pauvres ont envie de travailler quand même pour avoir de l'argent, pour avoir un petit peu de ce qu'ont les riches. Donc il faut absolument des riches. Il dit ça, Boris Johnson, hein. Donc les modes de vie riches sont nécessaires au salut de l'humanité, ou en tout cas de l'Angleterre. Et donc on voit l'interdépendance entre les modes de vie pauvres et les modes de vie riches. Nous, on peut ici discuter, mais en fait 85% des achats se font en supermarché avec des gens qui regardent leur smartphone et qui regardent Beyoncé ou Jay-Z avec leur super montre. Vous voyez, c'est l'interdépendance des modes de vie. Et pour les changer, donc, c'est un enjeu culturel. Donc les évaluations pour changer les modes de vie, elles doivent s'insérer dans une discussion sur l'avenir que trace, il faut pouvoir les voir, ces modes de vie, si vous voulez, hein, pour pouvoir les changer. Il faut en avoir conscience.
si on n'en a pas conscience, on ne peut pas vraiment les changer ou elles sont changées de l'extérieur. Si je résume un peu mon propos, le socialisme historique, l'État a eu tendance à monopoliser les genres de vie, c'est-à-dire tout changement de mode de vie venait de l'État. Si ce n'était pas l'État, c'était contre-révolutionnaire, et ça finissait au goulag. Je simplifie un peu, j'exagère. Dans le libéralisme, c'est l'État et les entreprises, et surtout les grandes entreprises, qui monopolisent les genres de vie, c'est-à-dire que le changement vient beaucoup de ces organismes-là. Donc vous me voyez peut-être venir, c'est que pour rééquilibrer le changement, il faudrait que cela soit plus faible et que d'autres propositions soient plus fortes, notamment des salons comme ça, soient beaucoup plus forts, pour faire contrepoint à, j'ai entendu Alpexpo, c'est ça, non, à Grenoble, j'imagine qu'il y a des salons de l'industrie énormes ou les supermarchés qui, eux aussi, ont une influence pour changer les modes de vie. Alors, il ne faut jamais oublier aussi, à côté du libéralisme et du socialisme, le conservatisme. Le conservatisme, lui, il dit que c'est quand même d'actualité dans un pays comme la France. Si vous regardez bien le programme des partis conservateurs, donc le plus connu étant le Rassemblement national, il dit que ce qu'il faut, c'est s'inscrire dans l'héritage. L'héritage un peu fantasmé, il faut quand même le dire, c'est-à-dire blanc, chrétien, et ainsi de suite. Les autres, c'est le danger. Donc, nécessité d'une autre solution que ces trois-là, par la maîtrise des modes de vie et de l'histoire. Je souligne, donc, par rapport au petit livre que j'ai évoqué de la métropole du Grand Lyon, les enjeux clés, c'est quoi? C'est les architectures de choix. Les architectures de choix, c'est le moment où on choisit, effectivement. Donc, par exemple, quand on achète une maison ou quand on signe un bail de location, on fait un vrai choix. Si à ce moment-là, on nous dit, quand j'achète un pavillon, oui, mais attention, vous allez dépendre dans la voiture, dans 30 ans, il n'y a plus de voiture, et votre voiture détruit la planète. Vous allez peut-être réfléchir avant d'acheter un pavillon. Au moment du choix. Après, c'est trop tard. Vous êtes dépendant du pavillon. Vous voyez? Donc, l'architecture de choix, c'est au moment où on fait les choix. Et l'autre élément aussi, et ça, c'est un peu la critique que j'ai par rapport à ce qu'a fait la ville de Lyon, c'est que l'enjeu premier, c'est l'intelligence collective. Il faut mettre les gens en capacité de choix. Alors que dans le petit manuel, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des sociologues ou pris des travaux de sociologues qui les ont instruits sur les gens. Et ensuite, ils ont essayé de mettre en place des recettes sur le territoire lyonnais tirées des sociologues. Ouais, mais ça ne marche jamais, en fait. Ça ne marche jamais parce que ce que disent les sociologues n'est que partiellement vrai. Ils n'ont pas accès, en tout cas, le résumé que donne le sociologue n'est qu'un résumé. Si vous voulez mettre les gens en capacité de choix, il ne faut pas penser à leur place. Les sociologues peuvent aider à penser des solutions. Bien sûr, ils peuvent aider comme tout expert, mais ils ne doivent pas décider à la place des gens. Donc, nécessairement, tout dispositif d'appropriation des modes de vie doit être fait lui-même avec les gens, par tâtonnement. On ne sait pas trop au début, puis on trouve petit à petit quelles sont les informations clés. Parce que là aussi, dans les architectures de choix, ce qui est très important, c'est de ne pas donner trop d'informations. Il faut donner de l'information pertinente qui permet de décider, qui éclaire suffisamment les enjeux. Genre l'étiquette sur les produits qui est longue comme le bras, que personne ne lit parce que ça on n'y comprend rien et c'est écrit trop petit. Vous voyez, c'est pas forcément la bonne solution. Donc moi, je propose, en matière de numérique, je propose une mesure qui va peut-être vous éclairer sur là où je veux en venir. Ça serait par exemple d'obliger toutes les entreprises et les États à chiffrer la trajectoire socio-écologique qu'ils cherchent à produire quand ils lancent un produit ou une loi. Je donne un exemple. Si Samsung, avant de lancer son téléphone 5G, on avait demandé à Samsung combien vous voulez vendre de téléphones. Évidemment, ils savent combien ils veulent vendre de téléphones parce qu'ils ont investi. Comme ils ont investi, ils savent comment ils vont rentabiliser. Ils ont un espoir en tout cas. Ils savent à qui ils vont vendre le téléphone. Ils ont fait des études de marché. Ils savent quelles sont les fonctions qui vont probablement être utilisées puisque c'est celles qui vont vendre. Donc en fait, on peut chiffrer écologiquement combien de gaz à effet de serre ça va faire, combien de tonnes de matériaux il faudra si jamais ils réussissent. Vous voyez, c'est de la prospective, mais on peut chiffrer tout ça. Il y a un certain nombre aujourd'hui de think tanks et d'institutions qui le font pour le numérique qui existe. L'ADEME, par exemple, ou le Shift Project, qui chiffrent tous ces trucs-là. Donc, il suffit de le faire, mais au niveau d'un produit. Très facile. Ça s'appelle une étude d'impact, éventuellement, dans la loi.
Il n'y a pas de difficulté. Et ça, il faudrait le faire avant le lancement du produit, pour informer tout le monde. Comme ça, non seulement vous auriez le produit, mais vous auriez une idée du monde qui va avec. Ce n'est pas simplement un produit, c'est le monde qui va avec. Donc vous choisissez un certain monde. Évidemment, si vous voyez que grâce au numérique, on va être tous ceci, cela, ça produirait un petit peu plus de réflexion. Vous voyez ? Bon, vous imaginez bien que ce genre de loi, pour l'instant, beaucoup de gens y sont opposés. Hein, mais j'ai demandé au jury, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de difficulté. Hein. Voilà, sur les modes de vie, une petite idée. Bon, on pourrait faire plein de mesures, hein, mais vous voyez, c'est cette idée-là. Ça va ? J'espère que j'étais assez clair. S'il y a des questions, je ne sais pas où est la personne qui a le micro et les questions, du coup. Il est parti. Il est parti. Bah, vous pouvez parler fort aussi ou venir au micro. Ça marche, ah oui, ça marche. Ah, super, merci. Voilà. Qui c'est qui avait une question ? Madame. Oui, il y a de ça une dizaine d'années, j'avais assisté à une conférence un peu identique donnée par un groupe qui s'appelle Nouvelle Donne et qui disait à peu près la même chose. Et c'était il y a de ça déjà 10 ans. Et le temps passe. Et que se passe-t-il ? Alors, comme je ne suis pas spécialisé parti politique, je n'ai pas de réponse évidente. Donc, je ne sais pas ce que fait Nouvelle Donne. Non, mais peu importe. Oh, ils ont un peu abandonné. Ils Ouais. ont un peu abandonné. Ils se sont fait un peu manger. Et voilà. Ouais, Mais peu connais pas importe. l'histoire de- C'était les questions étaient déjà posées il y a de ça un certain temps. Et rien ne change. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Alors moi j'ai quand même l'impression que si on regarde, en tout cas dans la littérature, les bouquins qui sortent ou des choses comme ça, j'ai quand même l'impression que ça change. Au sens où les questions... Enfin, pendant longtemps, le socialisme était un peu la planification et aujourd'hui, après c'est devenu l'infréquentable, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas nécessairement en parler. Il y a des bouquins qui ressortent sur la planification et qui essayent de tirer quand même un certain bilan des planifications passées et pas simplement invoquer la planification. Maintenant, ils tâtonnent un peu avec conférences de citoyens ou des choses comme ça, c'est-à-dire mettre de la participation, oui, mais où ? Et il me semble que l'erreur, elle est un peu justement de ne pas mettre l'accent sur les modes de vie et à partir de modes de vie, voir où se prennent les décisions. Parce que il y a eu une conférence de citoyens sur le changement climatique et avec des recommandations, et très bien, sauf que c'est quand même que 15 citoyens ou 20 à la fin, ou même s'ils sont 200 au début. Et la conférence de citoyens, c'est pas un endroit où on décide au quotidien. Donc ça peut être des bonnes idées comme ça, mais ça reste une toute petite partie de citoyens qui est engagée, qui a été formée, qui a plus la même perception du monde, et les autres, en fait, ils en sont à peu près au même point. Donc même si ça peut légitimer telle ou telle, je dirais, mesure, ou dire que si tout le monde était formé comme eux, on aboutirait probablement au même genre d'aspiration, oui, ça veut dire qu'il y a quand même une difficulté. C'est que sans ce processus, les citoyens restent à une connaissance un peu lointaine des enjeux, et on le voit dans toutes les études sur le changement climatique. Les gens ont conscience qu'il y a un risque, qu'il y a un problème. Les gens savent que c'est grave. En général, ils savent que ça a à voir avec les gaz à effet de serre, mais ils ne savent pas vraiment où sont les gaz à effet de serre et pas très bien où sont les solutions pour les réduire. Et c'est bien là le point clé. Donc l'information, il faut qu'elle soit au moment qu'elle soit disponible et socialisée au moment où les choix sont faits. Donc par exemple, je ne sais pas, dans les magasins de bricolage, pour les téléphones portables, par exemple, un bon endroit, on voit très bien la difficulté. Les parents sont face à leurs gamins qui sont tous sur les réseaux. Chaque parent isolé face à son gamin lutte et se fâche et s'épuise parce qu'ils ont de l'énergie. Et alors qu'en fait, le bon échelon de décision, ça serait peut-être le collège ou le lycée, pas simplement une interdiction, mais une socialisation.
C'est-à-dire une réflexion sur ce mode de vie-là chez les jeunes, avec les jeunes et les parents. Ça pourrait se jouer au niveau de l'école. C'est peut-être le bon niveau pour cette socialisation. Parce qu'à chaque fois, il faut socialiser. Socialiser, ça veut dire mettre en commun et pas être tout seul. On voit bien aussi, je donne un autre exemple, il est peut-être plus facile si on veut passer à, je sais pas, si on a une alimentation un peu standard, supermarché, on veut passer à une alimentation végétarienne. C'est beaucoup plus facile de se rapprocher de gens qui sont déjà végétariens que d'essayer tout seul dans son recoin, regarder les tutos, les machins. Non, on socialise, on va se rapprocher de réseaux, d'autres modes de vie. Et on va basculer petit à petit d'un mode de vie à un autre mode de vie. Parfois, c'est plus facile qu'il y ait un effet de seuil, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on bascule d'un coup de manière assez forte, on fait un grand choix, plutôt que des petits changements et de manière isolée qui, en fait, où on va s'épuiser un peu rapidement. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça, mais ce qui manquerait, c'est aussi un... Pareil. J'ai pas vu Nouvelle Donne demander des programmes de recherche, par exemple, sur les modes de vie dans ce sens-là. Le CREDOC, aujourd'hui, qui est l'agence française qui s'occupe de l'étude des modes de vie, étudie les modes de vie pour les entreprises, en gros. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout pour mettre les gens en capacité de décider. C'est pour voir s'ils ont besoin plus de téléphones comme ci ou de machins comme ça. Et ça profite surtout aux entreprises. C'est une espèce d'agence marketing, finalement. Ce n'est pas de ça dont on aurait besoin. J'ai pas vu Nouvelle Donne, moi je connais pas très bien leur programme, hein, mais je les ai pas vus, disons, défendre ce point de vue-là. Il y a peut-être des points communs, hein, je dis pas, mais... Alors il m'a dit jusqu'à 16h, je crois. Ouais, on a le temps. Hein. Ok. Il est 27. Ok. Une autre question, madame. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact du numérique sur le changement climatique? Moi, je suis un peu saturée qu'on m'impose toujours un téléphone pour faire ci, un téléphone pour faire ça. Donc maintenant, je dis non. Les gens ouvrent de grands yeux. Je dis, non, j'en veux pas, je peux pas, je sais pas faire. Et comment... parce que je pense que c'est quand même... beaucoup de personnes vivent avec leur téléphone. Moi, je peux plus supporter ça. Et je pense qu'au niveau climat, ça a un gros impact. Et il serait peut-être bon de le crier haut et fort pour qu'on arrête un peu tout ça. Oui, alors c'est un autre sujet celui-là, mais oui, effectivement. Enfin, aujourd'hui, le numérique, c'est plus de gaz à effet de serre que l'aviation à l'échelle mondiale, pour donner un ordre de grandeur. Et ça augmente de 8% par an. Pour donner une idée. Hein. Les derniers chiffres que j'ai vus, parce que je travaillais là-dessus en venant, c'est qu'avec l'IA, Google a augmenté de 50% quasiment ses émissions de gaz à effet de serre. Parce que l'IA, ça consomme énormément, parce que c'est toujours le même principe. C'est plus ça brasse de données, plus il y a de calculs, et plus il faut l'énergie, fatalement. Ça crée un problème aussi. Alors on va dire, ouais, mais on va faire de l'énergie décarbonée. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Hein, les grands du numérique aujourd'hui, ils essayent, aux États-Unis notamment, ils essayent d'acheter en renouvelable, en énergie renouvelable. C'est sans doute pour ça que Trump les déteste, puisqu'il est pro-charbon. Mais c'est un levier assez important aux États-Unis de déploiement de capacités renouvelables. Le problème, c'est que ça consomme quand même de plus en plus d'énergie et que cette énergie renouvelable, elle est demandée aussi par les autres secteurs. Et que la demande en énergie ne diminue pas vraiment. Et donc, tant qu'elle ne diminue pas, le renouvelable, il est en telle quantité faible pour le moment qu'on est la décarbonation, elle est très lente. Elle n'est pas du tout au rythme qu'il faudrait pour, disons, être à zéro émission nette à l'échelle globale en 2050. C'est pas du tout la bonne vitesse. Donc, en fait, le numérique rend les choses plus compliquées en augmentant la consommation d'énergie. Je ne sais pas ce que je peux vous donner comme chiffre encore, hein, mais comme chiffre un petit peu spectaculaire, mais les chiffres qui circulent, c'est que la consommation, enfin les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique, ce qui en gros a une indication quand même de la consommation d'énergie, ça pourrait doubler ou tripler d'ici 2050. Avec l'IA, le jeu vidéo, ça aussi, c'est un problème, ça devient le e-sport maintenant. Mais c'est un secteur dont l'importance de consommation énergétique est
La croissance est plus rapide que la croissance du numérique. Pour donner une idée de la totalité du numérique. C'est-à-dire que la part du jeu vidéo dans la totalité du numérique augmente. Donc d'ici 10 ou 20 ans, je ne sais pas. Mais oui, il y a vraiment un gros problème avec le numérique. Et comme on voit, tout passe par le numérique. L'IA, il n'y a pas le choix, ça va être dans Google de manière automatique. Enfin, on sera tous obligés d'utiliser l'IA si on fait une recherche sur Google, sur Bing, c'est déjà le cas, Microsoft, etc., etc. Tout ça génère du calcul, et à Mines Télécom, on s'inquiète pas tellement. Enfin, moi, je m'inquiète, hein. Mais je vois les collègues, ouais, bon. Cette année, je crois que, comme on a un agronome dans la salle, mais il me semble que les récoltes en France ont été 40% inférieures à cause des inondations, enfin des fréquences des précipitations qui ne sont pas tombées au bon moment et pas en bonne quantité. Effet du réchauffement climatique. Moi, parfois, je dis, est-ce qu'on va être la civilisation qui s'effondre de la manière la plus informée de l'histoire, parce qu'on aura le numérique pour s'informer et pour savoir que tout va mal. Grâce au numérique, on saura très bien que tout va mal. Pour autant, tout n'ira pas mieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc le numérique, aujourd'hui, c'est effectivement un puissant changement des modes de vie. Un puissant changement, avec toujours un peu les mêmes effets. C'est-à-dire que au début, ça ne sert à rien. L'iPhone, si je vous dis l'iPhone, puisque c'était le premier smartphone, l'iPhone, qu'est-ce qu'il avait d'original en 2007 quand il est sorti? Qu'est-ce qui a fait que ça a tout changé? C'était quoi le truc qu'il avait? Alors souvent on me dit l'appareil photo. Non, c'est pas ça. C'était non, parce qu'en fait à l'époque Nokia commercialisait des téléphones qu'il appelait des smartphones, avec lesquels on pouvait envoyer des emails en fait. Donc c'était pas ça l'origine. C'était pas d'être connecté à Internet. C'était pas de prendre des photos. C'était pas la musique, mais on se rapproche beaucoup. Non. Bon, je raccourcis l'attente. Hein. C'est les applications. Les applications et notamment le magasin de musique. Effectivement. Parce que l'iPhone dérive de l'iPod, en réalité. Et le magasin de musique, c'est quoi? Eh ben, c'est un service en ligne. Au lieu de passer par un service analogique décentralisé, c'est un service en ligne, tout le monde sur le même service. Et les applications, c'est tout la même logique. Et plus il y a de monde qui est sur ce service, mieux ça marche. Ce qu'on appelle l'effet de réseau. L'effet de réseau, c'est plus de gens utilisent tel ou tel truc, plus il est facile et moins cher de l'utiliser. Pour tout un tas de raisons. Hein. Vous regardez pour le vélo, par exemple, hein, le vélo à Paris. Quand on était 3 plaies et 2 tondus à faire du vélo, personne n'avait envie de faire de vélo. Parce que les voitures trouvaient qu'est-ce que c'est que ces vélos et ainsi de suite. Il n'y avait pas de réparateur. Vous laissiez votre vélo dans la rue, il se faisait voler, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a plein de vélos. Ils roulent très mal, mais tant mieux. Ça fait peur aux voitures. Les voitures, maintenant, sont un peu plus civilisées vis-à-vis du vélo. Il y a plein de réparateurs. On se fait toujours voler les vélos, ça c'est vrai. Mais si vous ne voulez pas faire voler votre vélo, vous prenez le Vélib. Le Vélib résout ce problème-là. Vous n'avez pas de place chez vous, prenez le Vélib. Et ainsi de suite. Donc, en fait, plus les gens utilisent le vélo, plus il y a de réparateurs, plus il y a de gens qui savent faire du vélo, qui peuvent instruire les gens qui ne savent pas faire du vélo, etc. Et plus il est facile d'utiliser le vélo. Ça, c'est l'effet de réseau. Plus le réseau est grand, plus il est avantageux il est facile de participer du réseau et avantageux de participer de ce réseau-là. En fait, l'iPhone, avec ses applications, ça a été autant d'effets de réseau. L'application, elle ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a plein de gens dessus. S'il n'y a personne sur WhatsApp, évidemment, aucun intérêt. Mais si tout le monde est sur WhatsApp, vous êtes bien obligé d'être sur WhatsApp. Donc en fait, la circulation passe sur un réseau, et si vous n'êtes pas sur ce réseau-là, vous êtes exclu. En tout cas, c'est difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est possible, mais c'est de plus en plus difficile parce que vous arrivez, on peut rentrer qu'avec le QR code, il faut gueuler tout le temps. Voilà. Non, j'en veux pas tout le temps. Moi aussi, mon téléphone, il lit pas le QR code. Donc, chaque fois, j'ai le QR code, j'en veux pas. Bon. Mais voilà, c'est l'effet de réseau. Il faut voir l'effet de masse derrière en termes de changement de mode de vie. Donc, c'était l'application, la grande différence. Et maintenant, vous avez un magasin d'applications, pas que pour et tout passe par les applis, en fait. L'appli pour
pour le docteur, l'appli pour le truc, l'appli pour le machin, l'appli. Les cartes, il n'y en a plus besoin, il y a des applis. Les machins, il n'y a plus besoin, il y a des applis. Et les applis contributives, ça marche d'autant plus que le consommateur travaille un petit peu pour l'appli et renseigne l'appli. Voilà, juste pour illustrer. Hein. On peut peut-être prendre encore quelques questions. C'est très intéressant, ces histoires de mode de vie. Et je pense que c'est quand même très, très occidental aussi, tout ça. On parle de nos manières de vivre à l'occidental. Est-ce qu'on est prêt, nous, intrinsèquement, chacun de nous, peut-être que c'est confortable aussi, cette histoire de mode de vie, et qu'on n'a pas trop envie d'en sortir aussi, quelque part. Il faut se remettre un petit peu aussi en question, je pense. Alors, oui, ça, c'est le côté... Ça fait une belle transition avec la conférence de Marc ce soir. Je pense que dans une Europe qui est de moins en moins rurale, profondément rurale et effectivement numérisée même sur l'agriculture et nos choix de consommation, est-ce qu'on a envie de changer de choix de consommation, tout simplement? On veut des produits de qualité, mais on ne veut pas les payer cher. Quelle solution? Ouais. Vous disiez tout à l'heure, il faudrait associer le produit au monde qu'il représente. Et il m'a semblé que vous disiez ça au niveau individuel, pour que chaque individu puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour chaque individu, statistiquement, l'intérêt court terme prime sur la réflexion sur ce que ça signifie pour le monde? Et du coup, est-ce que votre proposition a un intérêt, à moins d'être reprise à un échelon supérieur, comme vous disiez à madame qui a posé la question en premier, au niveau des écoles ou à un autre niveau? Ce qu'il faut, c'est que bien identifier quel est le moment où se fait le choix. Et le choix individuel, certes, mais répétitif. C'est-à-dire, comme vous avez dit, c'est l'individu statistique qui intéresse. C'est pas le style de vie. Il ne faut pas que ça relève du style de vie. Il faut que ça relève vraiment du mode de vie. Je remets les définitions de départ. Hein. Hop, si j'y arrive. Voilà. Donc, ce n'est pas les variations individuelles qui nous intéressent. D'ailleurs, s'attaquer aux variations individuelles, souvent, les gens comprennent ça comme s'attaquer à leur liberté. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. Les variations individuelles doivent demeurer libres à l'échelle individuelle. Ce qui doit être visé, c'est les modes de vie, c'est-à-dire les pratiques répétitives et largement répandues, en tant qu'elles font problème. Alors, effectivement, moi, je fais une proposition en tant que moi-même Fabrice Flippo, et je pense que ça fait problème de manière répétitive à beaucoup de gens, mais c'est incertain. C'est-à-dire que je n'ai pas vérifié auprès de beaucoup de gens si effectivement ça fait problème, et si on faisait ça réellement, ça donnerait ce que je pense que ça donnerait. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu de la politique fiction. Hein. Maintenant, si on réfléchit, qu'on regarde autour de nous, qu'on regarde, même sans regarder les travaux de sociaux et tout, on voit que la part de l'intérêt personnel dans les décisions que les uns et les autres prennent, ouais, il est toujours présent, mais en général, il y a autre chose, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand on demande la justification, pourquoi vous travaillez, pourquoi vous construisez une maison, bah, c'est souvent pour les enfants, c'est pour... Enfin, c'est pas juste pour soi, c'est vraiment rare comme réponse, en fait. Donc les gens ont d'une manière générale une vision plutôt large, en réalité, mais souvent désinformée et biaisée, et c'est ça qui est utilisé par les entreprises ou ceux qui veulent changer les modes de vie à l'insu de leur plein gré, quoi. Hein. C'est ça, d'une part. Et d'autre part, les expériences qui sont menées, j'ai cité la conférence de citoyens, mais il y en a d'autres, d'apporter les éléments d'information et tout, ben on voit que les gens, effectivement, changent. Effectivement. Donc, même s'il n'y a pas de garantie, et là, quand j'entendais, on est en Occident et tout, oui, effectivement, quand on est en train de se dire, on a trop de numérique, il y a plein d'endroits dans le monde où il dit le nu quoi? Mais nous, on n'en a pas du tout de numérique. Donc, ça ne va pas être forcément le même genre de problématique. C'est vrai pour tout, hein, enfin, pour plein d'autres questions. Hein. Donc, il n'y a pas de garantie, mais en même temps, ce n'est pas complètement contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut observer nous-mêmes ou au travers de la littérature scientifique.
On a le temps pour 2-3 questions encore, c'est possible? Ouais. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Alors je vais remettre une petite pièce sur le numérique parce que je suis chercheur et syndicaliste dans la Silicon Valley grenobloise. Je travaille à Soitec, donc voilà, je suis un peu au cœur du réacteur, sachant que voilà, les semi-conducteurs, c'est ce qui va permettre de faire les composants. Donc là, c'est la partie amont de ce qu'on appelle le numérique. Et clairement, c'est pas pour rien que j'ai fini à la CGT. Alors fini, je sais pas, mais je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis délégué syndical et je pense pas que je retournerai faire mes petites expériences en salle blanche. Mais alors clairement, la dissonance cognitive des salariés qui bossent dans ces boîtes, elle est très importante. En plus, en ce moment, il y a un vrai retournement du marché du travail. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui rentrent et qui repartent direct parce que alors soit la façon de travailler leur convient pas, mais aussi les questions autour de la finalité et des impacts, enfin des externalités négatives de cette filière forcément sont mises en avant. Après, on n'en a pas du tout parlé, et c'est pas le but de la conférence, mais on pourrait aussi parler des conditions de travail dans ces boîtes-là. Enfin, nous, on a dû mettre des gros coups de pression parce que les opérateurs de salle blanche qui font les puces que vous avez tous dans vos téléphones, il faut savoir que dans tous les téléphones au monde, il y a un bout de Soitec qui est donc à Bernin, pas très loin, et les salariés, en fait, peuvent même pas les pisser, quoi. Enfin, ça veut dire qu'on a des femmes qui font des cystites parce qu'il faut se retenir, parce que sinon ça touche les temps de pause, etc. Bon, je pourrais en parler des heures, donc je ne vais pas aller là-dessus, mais le but des syndicats aussi, je pense, c'est aussi de poser les questions qui fâchent, et les questions qui fâchent qui ont été largement abordées là-dessus. Et après, on a un rôle différent de ce qui peut arriver, enfin ce qui peut exister, ce qui peut être mis en place, comme je pense au collectif Stop Micro, qui aujourd'hui clairement met le doigt là où ça fait mal, hein, sur la pression hydrique des sites de ST, Soitec. Il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi toutes les dérogations qui sont accordées sur tout ce qui est artificialisation des sols. Aujourd'hui, on parle de 11 hectares de terres agricoles qui pourraient basculer pour Soitec. Et donc, clairement, on doit, nous, en tant que syndicalistes, à l'intérieur, enfin, en tant que syndicalistes syndiqués et même salariés, hein, on n'a pas besoin d'avoir sa carte à la CGT pour être actif sur ces mouvements-là, poser les bonnes questions, et éventuellement, on peut être dans la boîte et refuser une extension de site. Et c'est là où il y a une dissonance cognitive, clairement, parce que voilà, on peut se dire, ouais, ben moi, c'est mon gagne-pain. Voilà, je veux bien m'intéresser à d'autres questions, mais celle-ci est un peu trop compliquée. Mais en fait, et c'est là où c'est compliqué. Le numérique, il y a une explosion, effectivement. Enfin, c'est tous les 10 ans, on va doubler l'impact au niveau gaz à effet de serre parce qu'il y a une obésité numérique. Et l'obésité numérique, elle est clairement tirée par les loisirs. Parce que la question qui doit être posée, c'est est-ce on va faire un retour complet en arrière, qui est plutôt la position Stop Micro, qui n'est pas forcément la position qu'on peut avoir nous, au niveau syndical dans la boîte, même si on essaye vraiment d'être critique. Après, je pense que sur les usages, on pourrait faire des choses, mais il faudrait des interventions. Donc, il faudrait intervention de l'État, conditionner les aides, ce qui n'est pas du tout fait. Et effectivement, ça ne doit pas être les technologies qui vont créer le besoin, enfin, qui vont créer le besoin, créer la demande. Mais à l'inverse, on pourrait se poser la question de ce qui doit être utile. Et ce que vous avez dit tout à l'heure était ouais, là, j'en ai pour une minute là. Par rapport à ce que vous disiez sur Samsung, c'est pas pour rien que vous avez dit Samsung. Après, je vous souhaite bien du courage d'aller poser la question en Corée du Sud, parce qu'en l'occurrence, les syndicats, les nouvelles qu'on a des syndicats ici là-bas, c'est qu'ils se font. Le dernier, il s'est immolé au milieu des open space à Samsung. Donc, ça va être compliqué de leur poser la question et qu'eux se disent ouais, on va vendre un peu moins de téléphones à cause de l'empreinte environnementale. Donc, ça pose la question de la souveraineté et d'avoir la main sur le numérique. Et pour avoir la main sur le numérique, et c'est là la question qui est dure, hein, est-ce qu'on doit avoir des fabs, enfin des usines? Une usine, c'est 15 milliards d'euros, hein, à l'heure où on n'a pas de profs, pas d'hôpitaux. Donc la question, elle est posée. Et donc ça pose plein de questions politiques. Et donc, j'en finirai là-dessus, c'est tous les débats démocratiques qui doivent être imposés de force à ces multinationales, et nos hommes politiques font pas vraiment le boulot, hein, parce qu'ils se réveillent au dernier moment, les débats n'ont pas lieu, et derrière, comme vous l'avez dit, ça passe en force, et les citoyens, en l'occurrence, c'est pas aux salariés de Soitec de décider ce qui est bon pour la société, il faudrait que tout le monde ait son mot à dire et que les décisions soient prises par le bas, et j'en finirai là-dessus, parce que vous avez parlé de la Yougoslavie, qui est un très bon modèle sur l'autogestion, et si ça pouvait rentrer dans les entreprises en France, quelle que soit la filière, ce serait très bien. Alors, juste un petit point hein, sur le...
l'évaluation, ça peut être une évaluation sociale et environnementale aussi, hein, c'est-à-dire que j'ai insisté sur l'environnement, mais pourquoi pas, sur la fast fashion aujourd'hui, dire l'implantation des magasins Zara ou je ne sais quoi, vous achetez un produit de fast fashion, il faut savoir que ça a été fait dans telle ou telle condition. C'est un peu ce que font certaines associations. Simplement, elles sont petites avec leurs petits bras, alors que ça devrait être bien plus massif. Alors évidemment, ça conduirait à la fermeture d'entreprises. Des magasins Zara, il n'y en aurait plus, j'imagine. Hein. Les vêtements qu'on achèterait, ils dureraient vachement plus longtemps. La mode, ça serait de la mode printemps, été, automne, hiver, comme c'était il y a 25 ans au mieux. Probablement. Là aussi, c'est de la politique fiction, ce que je dis. Hein. Mais effectivement, le fait de laisser seulement les syndicats ou seulement les partis ou seulement les élections, ça pose un gros problème. Et pour lequel la Yougoslavie a répondu en partie, c'est-à-dire que les travailleurs avaient un vrai pouvoir de décision, mais c'était trop les travailleurs aussi, c'est-à-dire que les associations de femmes, les associations écolos, les associations ceci, cela, les autres enjeux en fait, qui n'étaient pas centraux dans la production, qui n'étaient pas centraux dans l'agenda des syndicats, en fait ils étaient très largement minorisés. Donc c'est un bon modèle et en même temps, voilà, faut voir un peu quelles étaient les limites et essayer de trouver quelque chose qui aille plus loin ou différemment en tout cas que ce modèle-là. Sur le numérique, juste un point, vous avez dit c'est beaucoup de loisirs. Je vais expliquer pour tout le monde pourquoi. Hein. C'est parce que en fait, c'est la vidéo qui fait une bonne partie de la consommation pour une raison un peu simple en fait. Hein. C'est que la vidéo, c'est pas de l'informatique très compliquée puisque c'est allumer et éteindre une diode sur votre écran. Voilà ce que fait l'algorithme. Allumer et éteindre une diode sur votre écran. Ouais, mais si votre écran est super grand, ça fait un super logiciel, très gros. Et quand vous envoyez un très gros logiciel, ça prend beaucoup de puissance de calcul, de puissance de transmission. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la Covid, tout le monde est passé, ou beaucoup sont passés à l'enseignement, notamment passé par le numérique. Ça a créé un petit problème de bande passante. Netflix a dit je passe de 8K en 4K, je baisse un peu la résolution, ça libère de la bande passante. Parce que c'est tellement énorme, en fait, ce qui passe par ces canaux-là. Et pareil, ça aurait pu être très bien anticipé. C'est-à-dire que le fait de tout numériser dans les médias, ça aurait pu être anticipé. Donc c'est pas monsieur et madame tout le monde que maintenant, de toute façon, c'est la fibre ou rien. Je sais, hein, j'ai essayé d'avoir la fibre en cuivre, enfin le fil de cuivre, c'est fini, il n'y en a plus. Vous êtes obligé de prendre la fibre. Donc le mode de vie, il est numérisé, fibré. Vous avez le numérique ou rien, donc c'est juste, alors pas de télé. Voilà, donc c'est pareil, ça aurait pu être anticipé. Ça aurait pu être anticipé au sens où la numérisation de la télé, ça aurait pu être le monde qui va avec, anticiper le monde qui va avec. Et peut-être qu'on l'aurait fait différemment. Peut-être que les écrans géants qu'on voit maintenant, quasiment 1 mètre par 1 mètre, très peu de gens les auraient achetés parce que finalement un écran de 19 pouces, ça suffit, etc., etc. Mais on se retrouve, c'est ça, on se retrouve. Le problème, c'est dans le libéralisme, on se retrouve avec les problèmes et les citoyens rendus responsables des problèmes après qu'ils se soient produits, alors qu'ils étaient au courant de rien. Vous constatez vous-même tous, toutes, ce genre de situation. En permanence, on dit ça c'est pas bien, ah merde, mais c'est trop tard, vous l'avez acheté le truc. Donc il y a un problème d'anticipation, et d'anticipation populaire, au niveau des modes de vie, pas simplement attendre le parti, voter, machin, pendant 5 ans, et qui va passer une loi et c'est décidé par en haut à la manière un peu socialiste et ça va pas bien marcher parce que ça va être vécu comme punitif parce que les gens vont se dire mais c'est pas exactement ce que je veux et tout. Enfin, vous voyez, ça crée plein de problèmes. Donc, il faut repartir des modes de vie. Moi, c'est la proposition que je fais. Allez, on a 10 minutes pour une dernière question, c'est possible ? Allez. Ça va aller vite. On revient donc aux modes de vie qui sont monopolisés dans le socialisme par l'État, mais dans le but de faire quand même du social. Et en dessous, vous avez le libéralisme. C'est les gouvernements et les entreprises qui ont le monopole. Est-ce que vous croyez vraiment que les gouvernements ont leur mot à dire là-dessus ? Et c'est pour ça que c'est le bordel partout, quoi. Oui, c'est ce que montrent, je dirais, toutes les études. C'est pour ça que parfois on parle d'ordolibéralisme plutôt que de libéralisme. C'est-à-dire que si les entreprises sont dans la position dans laquelle elles sont, c'est bien parce que c'est organisé par les gouvernements successifs. Sinon, elles n'auraient jamais pu prendre la position qu'elles ont aujourd'hui, en fait. Donc c'est tout un tas de lois, de règlements,
On pourrait en citer plein, je suis sûr que vous connaissez, il y a un exemple qui est vraiment, c'est pas passé, mais c'est vraiment caricatural. C'était par exemple les normes d'hygiène sur les marchés. De dire maintenant, il faut que tous les marchands vendent sur de l'inox, voire même de l'inox de qualité médicale, tant qu'on y est, le plus cher. Bah, les petits marchands, ils ne peuvent pas, donc ils ferment. Les seuls qui peuvent faire, bah, c'est les supermarchés. Donc tout le monde en supermarché. Et ça, c'est pas, ça a l'air tout bête, hein, mais c'est organisé aussi par les gouvernements, par l'État. Donc il y a une intrication, hein, qui est très forte en fait entre les services étatiques et les entreprises. On ne peut pas changer l'un sans changer l'autre en fait. C'est pas simplement les entreprises qui toutes seules. Les entreprises, non. Et alors il y a un autre exemple juste pour illustrer, hein, ce que je dis, hein, puisque je vois qu'il y a des choses sur le nucléaire là-bas à l'entrée. Aucune entreprise privée ne se risquerait dans le nucléaire s'il n'y avait pas la garantie d'État. Aucune. Zéro. Au niveau de l'assurance notamment. C'est-à-dire que s'il y a un dégât en France, hein, s'il y a un dégât, un opérateur nucléaire qui fait un dégât de plus de 700 millions d'euros, c'est l'État qui paye. Plus de 700 millions d'euros. Fukushima, c'est 10 milliards. Donc moi, si le risque, on diminue mon risque de 99% grâce à l'État, on comprend que les gens, ils se sentent un peu plus à l'aise, quoi. Hein. Donc en fait, il y a beaucoup de choses comme ça où quand on regarde de près, les entreprises ne le font que parce que la réglementation et ainsi de suite a été mise en place pour que ce soit possible par les gouvernements successifs. Donc c'est pour ça que je dis c'est État et entreprises qui monopolisent les genres de vie. Je ne sais pas si c'est plus clair. Ok, donc, ce qu'on a vu ces dernières années, ce n'est pas un retrait de l'État, si vous voulez, c'est un changement de nature de l'État, plutôt. De telle manière à ce que certains services à but lucratif soient favorisés par rapport à d'autres services qui étaient beaucoup moins à but lucratif. Je simplifie beaucoup. Hein. C'est bon. Eh ben, merci Fabrice pour cette belle conférence. Dans la tradition du Festival de l'Albinque, des conférences hyper intéressantes, hyper intéressantes. On va continuer, on va prendre une petite pause et puis on va continuer avec la conférence de Didier Bloch qui va venir.